Rigoler, se tordre de rire, hurler avec SMS Blague. Envoyez par SMS le mot blague au 3080 et vous recevrez tous les jours les blagues les plus sympas sur votre portable. N'oubliez pas, blague au 3080. Quelle est la position des étoiles aujourd'hui? Laissez-vous prédire votre journée via SMS Horoscope. Envoyez horoscope au 3080 et vous recevrez directement votre horoscope via SMS. SMS Horoscope au 3080. Jure, ça vous dirait une balade en avion? J'ai un travail à finir, c'est pour ça que j'ai raté le safari. Le safari prend 3 heures. Moi, je vous fais voir toute l'Afrique en une demi-heure. Le choc des civilisations au cœur du Kalahari. Pour les indigènes, adieu la vie paisible. Et pour les autres, vive les découvertes en tout genre et autres surprises. Les dieux sont tombés sur la tête. La suite, dimanche à 20h30 sur Club RTL. La neige a fait une apparition surprise dès midi en province du Luxembourg, déjà plus de 10 cm, conséquence de gros problèmes de circulation. Sur le front des inondations, cela va mieux. La décrue un peu partout, nous ferons le point dans un instant. Après la princesse Mathilde hier soir, le prince Philippe s'est rendu à Othon à la rencontre des sinistrés. Le prince Laurent était quant à lui en province de Liège. Dans l'actualité aussi, des nouvelles du Vicky, le navire qui a percuté le tricolore. La Belgique durcit le ton, un huissier a même saisi le bateau. Enfin, nous irons dans les magasins pour ce deuxième jour de solde avec aux caisses des files souvent bien longues. Bonsoir et merci d'être avec nous. Après la pluie, la neige, elle a fait son apparition en début d'après-midi dans le sud de la province du Luxembourg. Déjà 10 cm. Des automobilistes surpris ont même été bloqués plusieurs heures dans leur véhicule. Tout de suite, le reportage d'Alain Dils avec Steve Daman. Exceptionnellement doux ces dernières semaines, l'hiver a donc effectué un brutal retour en force. D'abondantes chutes de neige qui ont rendu la circulation particulièrement difficile sur les routes du sud Luxembourg. Le 411 a dû être momentanément fermé. Automobilistes et camionneurs ont été surpris. Ça fait 4h30 que je suis là pour faire 3 km, alors ça va. Ouais. Et là, maintenant, ça commence à tourner en glace, quoi. On ne s'attendait pas à un si brusque retour de l'hiver. Ah non, je viens de l'Italie et puis bon, il y avait beaucoup de pluie là du côté de Strasbourg. Et puis là, ici, bon, on est arrivé et j'avais le collègue qui me disait que la température, elle était en train de chuter. On sentait que la neige allait arriver, quoi. Nous, on s'en doutait un peu, quoi. Sur la nationale 81 Arlon-Longwy, ces touristes hollandais sont obligés de sortir les chaînes, comme dans les Alpes. Un comble pour ceux qui ont été chercher la neige là où elle ne se trouvait pas. Vous revenez de Suisse? Oui, je reviens de Suisse. Et vous êtes surprise de retrouver de la neige ici? Naturellement. Parce qu'en Suisse, vous n'en avez pas eu? Pas du tout. En 3 quarts d'heure, j'ai fait 5 km, c'est vraiment surprenant, quoi. Et je ne m'attendais pas à voir autant de monde sur la route et c'est vraiment sidérant. Sidérant. Mais enfin bon, je crois qu'il faut accepter aussi les aléas de l'hiver, mais il y a trop de fluctuations de temps. Un coup c'est de la pluie, un coup c'est de la neige, du froid. Ah bon, on a un peu du mal à s'y retrouver, je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil, quoi. Heureusement, jusqu'à présent, on ne signale que très peu d'accrochages sans trop de gravité. Alain Dils, bonsoir, vous êtes en direct depuis Arlon. Alors, est-ce que la situation va un peu mieux ce soir? Eh bien, écoutez, Grégory, je pense que vous le constatez, il neige toujours abondamment ici sur le sud Luxembourg. Cela dit, sur le réseau autoroutier, la situation s'est quelque peu normalisée. Je pense que les automobilistes ont surtout été surpris. Il y a eu de très nombreux dépannages, mais pour le moment, il n'y a plus vraiment de problème majeur. Les épandages ont eu lieu et sont encore en cours. Grosso modo, la couche de neige ici atteint quand même une vingtaine de centimètres, ce qui est sans doute aussi quand même une bonne nouvelle pour les amateurs de ski. Cette neige s'étend de la province de Luxembourg jusqu'à Libramont en redescendant vers Bruxelles. Et donc, difficile de prévoir évidemment l'évolution de la situation puisque la météo n'avait pas prévu l'abondance de ces chutes de neige. Et donc, quand on voit ce qui tombe pour le moment, c'est difficile évidemment de savoir comment va progresser la situation. Merci à vous Alain Dils en direct depuis Arlon, on l'a vu, il neige pas mal. Les inondations maintenant, je vous le disais en titre, la nouvelle du jour c'est la décrue, une bonne nouvelle notamment pour les habitants de Othon dans la province du Luxembourg, très durement touchée hier, la ville était cernée par les eaux, une ville choisie par le prince Philippe, il s'est rendu sur place, il a rencontré les sinistrés. Reportage Loïc Parmentier et Éric de Mortier.
C'est gentil de nous rendre visite, ça nous fait plaisir. C'est la moindre des choses. Bottes aux pieds, en bonne compagnie des ministres de l'Intérieur et de la Défense, le prince Philippe rencontre des personnes victimes des inondations. Première maison visitée, celle de Marie, 86 ans, touchée par cette attention mais encore impressionnée par tant de personnalités. Grand plaisir, grand plaisir. C'est un petit peu de réconfort, on imagine. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il vous a dit? Je ne saurais plus vous le dire, parce qu'ils étaient une bande, alors un me disait bonjour et l'autre, je ne saurais plus vous dire. La visite se poursuit dans le centre d'Othon, fortement marqué par les inondations. Et sur le chemin, le prince Philippe félicite. On est fiers de vous, hein. Fantastique. Bravo. Merci beaucoup, hein. Merci. Fier, impressionné également à quelques kilomètres de là, l'eau était toujours à l'intérieur des maisons, l'ourte très très proche. Et une fois encore, le soutien princier et ministériel important. Nous avons été très réconfortants et nous avons félicité le ministre Flao pour l'intervention des petits chasseurs ardennais qui ont été admirables d'efficacité, de prévenance et de gentillesse. La visite du prince Philippe aura duré 1 heure. Sur le chemin du retour, il retiendra sans aucun doute la solidarité qui régnait dans ces communes inondées. Globalement, à Othon, le nettoyage dans les maisons a commencé. Les habitants qui prennent peu à peu conscience de l'ampleur des dégâts, Alain Dils et Steve Damand ont été à leur rencontre. Ce matin, Othon s'est réveillé les pieds presque au sec. Une décrue spectaculaire. Dans cet hôtel, par exemple, l'eau atteignait hier 55 cm. L'heure est à présent au grand nettoyage et au premier bilan, pas brillant. Tout est rentré partout. La chambre froide qui normalement est hermétique. Le carrelage s'est soulevé, vous pouvez voir l'état à l'intérieur. Le sol c'est bombé et tout a pris l'eau. C'est vraiment la désolation totale. On était pourtant préparés, on avait sauvé tout ce qui pouvait être sauvé. Vous voyez, on avait mis pour éviter le plus possible. Mais une fois que ça passe au-dessus d'un bloc, on ne sait pas faire des étages. Et on a tellement de matériel qu'il est impossible de tout sauver. Dans les chambres, c'est le même constat. Au total, c'est des milliers d'euros de dégâts. C'est certainement une année de travail dans l'eau, c'est le cas de le dire. C'est foutu. Et bon, il faut comprendre qu'on ne va pas pouvoir réouvrir directement non plus. On ne peut pas faire venir des gens dans de l'humidité comme ça. Partout, les mauvaises surprises sont au rendez-vous. Dans les caves, de nombreuses citernes se sont renversées, comme au sous-sol de ce magasin. On a découvert hier soir que la citerne s'était malheureusement renversée à cause de l'eau qui a inondé la cave. Et le mazout s'est répandu partout dans la cave, donc maintenant il faut tout remettre en ordre, tout remettre en état. Face à l'arrivée du gel, remettre en état les installations de chauffage est une priorité. Toutes les chaudières qui se trouvent dans les caves ont été inondées et les brûleurs, les circulateurs sont foutus, quoi. En général, il faut changer. Parce qu'une fois que c'était dans l'eau, avec l'électricité, c'est pas à conseiller. Bref, les journées qui viennent s'annoncent encore bien remplies. Donc nous allons rester sur la brèche les prochains jours et nous allons essayer d'aider tout le monde. On ne saura pas aider tout le monde, on ne pourra pas aider tout le monde en même temps évidemment, mais je crois qu'on fera de son mieux pour que tout le monde soit servi le plus vite possible et on continue à s'organiser, notamment avec les pompiers, pour pouvoir rendre le meilleur service qui soit aux citoyens. La mobilisation reste de mise. Le prince Laurent était, lui, à Comblain-au-Pont, en province de Liège. Le niveau de l'ourte est toujours élevé. Le prince qui a traversé la ville. Sur place, Eric Van Deuil et Nicolas Foulon. Cet après-midi, le prince Laurent n'a pas hésité à mettre les pieds à l'eau. S'il est venu aujourd'hui à Comblain-au-Pont, ce n'était pas pour se mettre en avant, a-t-il insisté, mais pour soutenir les sinistrés et ceux qui les aident. L'idée est ici de soutenir les personnes et de leur donner une forme de reconnaissance, un signe de courage et de dire que quelque part on les reconnaît, on les soutient. Moi j'ai eu également de l'eau dans les caves et je sais que c'est pas très folichon, mais bon, voilà. Un dialogue direct, sans protocole, qui touche les habitants. Ah oui, ça nous fait plaisir, d'autant plus on a l'impression que la famille royale se rapproche de plus en plus de la population, donc ça fait plaisir, oui. Ça ne règle pas grand-chose, rien même, mais ça fait plaisir, oui, certainement. Parfois, c'est du haut d'un mur que la conversation s'installe. Chacun expose sa réalité. Il faut voir pour plus tard, quoi. On ne rajeunit pas, hein.
J'avais acheté ça pour... Je me dis, j'ai plus envie de déménager, moi. Ben maintenant, j'ai pas envie non plus tard d'être comme certaines vieilles personnes bloquées chez eux, quoi. Ne pas voir que du négatif, c'est un des principes que le prince tente de mettre en œuvre. Dans les problèmes, il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut en tirer. Peut-être dans cette rue, il va naître un lien entre les habitants qui n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu la crue. Non, je ne défends pas la crue. Hein. Ça, mais bon. C'est vrai que moi, étant arrivé ici il y a 6 mois, je connaissais presque personne. Maintenant, je connais tout le monde. La visite terminée, le travail continue avec, qui sait, peut-être un peu plus d'optimisme. Ici à Comblain-au-Pont, même si le niveau d'eau reste impressionnant, la nuit s'annonce tranquille. Tous les habitants sont désormais au sec et au chaud. Dans l'ensemble de la province de Liège, maintenant, la tendance est là aussi très nette. Le niveau de l'eau descend, chaque heure un peu plus. Et c'est Eric Van Deus à nouveau qui nous fait un dernier point de la situation. La tendance généralisée en province de Liège était aujourd'hui à la décrue. À Esneux, entre 1h du matin et maintenant, l'Ourthe est descendue de près de 50 cm. Une diminution lente, mais régulière. À Wanze, à midi, seule une rue restait encore en partie inondée. Elle est généralement la plus touchée. Pour le reste, on est passé au nettoyage. Certains avaient eu le temps de se protéger. Ben finalement, ça va. On est content surtout de l'assistance qu'on a eue avec les pompiers. Là, je leur dois une fière chandelle. Hein. Merci. Pour d'autres, le choc est plus dur. Ici, par le garage, l'eau a envahi tous les sous-sols, malgré les sacs de sable. Les sacs de sable sont venus après, parce que ça avait été inondé la nuit du 1er au 2 janvier. Et moi, je suis arrivée le 2 janvier et on mettait seulement les sacs. Donc, c'était fait beaucoup trop tard. Noyé déjà en août dernier, et puis aujourd'hui, le nettoyage est difficile, physiquement et moralement. La première fois, j'ai déjà eu très dur, mais cette fois-ci, c'est encore plus dur. Pour la bonne raison que ça se trouve en hiver. Avant, vous sortiez tous vos affaires, vous aviez les laver à l'extérieur. Maintenant, il va falloir les laver à l'intérieur. Donc, nettoyer une sorte et nettoyer l'autre, c'est plus possible. On n'arrête pas, on est ici pour, je sais pas moi, tout le week-end de toute façon, sur certains, une dizaine. Et puis après, le travail reprend pour chacun. La fois dernière, il avait fallu 1 mois pour tout nettoyer. Les semaines qui arrivent s'annoncent pénibles. Direction Namur, la décrue là aussi au rendez-vous. Le niveau de la Meuse a baissé et les habitants commencent à nettoyer. Mais les pompiers vigilants, eux, préfèrent rester sur place. Axel Noirom avec Anne Ludgen. En moyenne, 2 cm d'eau en moins toutes les heures. Les cours d'eau rejoignent peu à peu leur lit. La décrue se poursuit progressivement. Une situation suivie de près par les pompiers. Les choses s'annoncent très bien apparemment. Je pense que la situation est moins grave que prévu. Au bien dans les jours à venir, ça va être du travail de routine. Toujours le nettoyage des voiries restant fermées actuellement et les pompages de cave naturellement. Dans ce village, le niveau d'eau a atteint les 40 cm. Un niveau qui n'a cessé de baisser depuis cette nuit. Aujourd'hui, on retrousse ses manches pour tenter d'effacer au plus vite les traces de la crue. Ça a été pire en 95. Il y en a eu 1,20 m ici, jusqu'aux prises de courant. En 95, alors on peut peut-être s'estimer heureux, mais ça devient lassant quand même. J'ai bien dormi, donc maintenant ça va. Maintenant on attend qu'elle parte, et puis on va tout ranger, et puis ce sera oublié. Pour venir en aide à la population, des militaires ont été dépêchés sur place. Une journée d'attente avant de se mettre réellement à la tâche. Et qu'est-ce que vous attendez justement? La décrue, que les caves ne soient plus noyées, les planchers, tout ça. Alors on va intervenir pour enlever les sacs de sable maintenant et les blocs. Tout ce qu'on a mis hier, on les rangeait. Les prochaines 48 heures s'annoncent plutôt bien. On devrait repasser sous le seuil d'alerte. En attendant, certains riverains du bord de Meuse se préparent à passer une nouvelle nuit les pieds dans l'eau. Ce samedi, les membres de la famille royale, mais aussi les politiques étaient sur le terrain. Le ministre-président wallon Jean-Claude Van Couwenberg et le ministre wallon de l'équipement Michel Dardenne. Ils ont annoncé des mesures. Les détails avec Christine Calmot et David Muller. Un ministre-président et un ministre des Travaux concentré, attentif dans le rôle du professeur Anne-Marie Lizin. La bourgmestre de Huy connaît la situation par cœur. Pour en convaincre ses 2 élèves, rien de tel qu'une visite sur place. En Iveco, pas tout à fait amphibie, mais plus pratique quand même pour arriver dans les zones sinistrées. Suivez le guide. À Beaufort, c'est le hameau de Lovnier. Donc c'est la 2e partie de la Meuse qui devrait être protégée.
Dans les zones sinistrées où l'on rencontre encore des terrains à bâtir et à vendre, ce qui ne devrait plus arriver dans quelques mois. Nous aurons à la fin de l'année une définition précise, minutieuse, quasiment cadastrale des zones dans lesquelles on ne devrait pas pouvoir bâtir. Et ce travail servira d'ailleurs au fédéral qui s'appuiera sur la cartographie qu'on lui fournira pour l'application de la nouvelle loi sur les assurances. Et une lacune de combler. Il y en a d'autres. Le ministre Dardenne annonce quant à lui 7,5 millions d'euros pour plusieurs aménagements en région wallonne, comme ce mur en cours de construction quai d'Arona. Ah oui. Je crois qu'il faut poursuivre ce type d'aménagement, qu'il faut les généraliser avec, et nous en discutions encore aujourd'hui avec les spécialistes, à côté d'aménagements permanents, peut-être des aménagements amovibles, en manière telle d'intégrer la problématique de l'environnement pour les moments où il n'y a pas crue. Des travaux qui seront réalisés non seulement cité Mosane, mais également partout où cela s'avère nécessaire en région wallonne. Le ministre wallon de l'aménagement du territoire, Michel Forêt, a lui aussi mis ses bottes aujourd'hui. Le ministre qui a profité de l'occasion pour donner des précisions sur la future carte des zones à risque. Il est interrogé par Eric Van Deus et il en profite pour remettre certaines pendules à l'heure. On l'écoute. Certains croient qu'il suffit de faire une photo et qu'on dispose des zones inondables. Ce n'est pas vrai. D'abord, ne serait-ce que parce que les crues ne sont plus les mêmes, leur récurrence est beaucoup plus rapide, le fait que leur importance est plus grande aussi. Donc, à certains moments, on pouvait penser que c'était la crue décennale qu'il fallait prendre en référence. Aujourd'hui, on pense qu'il faut aller plus loin, que c'est probablement même la crue avec une récurrence de 25 ans. Donc, pour faire ça, on ne peut pas l'improviser. Il faut faire confiance aux milieux scientifiques. Ils sont en train de préparer ces zones. Et avec le gouvernement, nous aurons une première définition fin mars. Et j'espère que pour fin 2004, nous pourrons alors avoir vraiment la carte définitive et fiable des zones inondables en région wallonne. Pour être complet, bref retour à la soirée d'hier avec cette fois l'arrivée à Dinan de la princesse Mathilde. C'était à 19h. Mathilde s'est rendue dans le quartier de Nef à la rencontre des sinistrés. Visite aussi à Astières et dans le domaine de Han. Julien Modave, Bernard Gingler. 19h, la pluie est battante, 2 ministres, un gouverneur et le bourgmestre de Dinan attendent une princesse. Mathilde arrive sur le pont Charles de Gaulle, la Meuse est sortie de son lit, elle a envahi les routes et les maisons de Dinan, tout est inondé sous plus d'1 mètre d'eau. Nous avons de la chance depuis début de cet après-midi, ça s'est stabilisé et l'eau ne monte plus. Avec cette pluie maintenant... On nous dit qu'il n'y aurait pas trop de danger. Le danger, les Dinantais le connaissent, il a toujours été présent. Mais la princesse s'intéresse aussi à sa réduction et aux travaux effectués pour éviter ces catastrophes. On voit ce qui a été fait, je dirais, sur la Meuse, à savoir par des barrages, à savoir par toute une série de travaux. Il faut malgré tout reconnaître que ça a fait du bien, mais c'est encore insuffisant sans doute. Quel genre de travaux avez-vous ? Eh bien, on a fait notamment des barrages qui permettent à un moment donné, si vous voulez, de mieux équilibrer le cours de l'eau. Descendu du pont, la visite royale se poursuit, les pieds dans l'eau. Un mot gentil pour tout le monde, nous sommes à Nef, où les sinistrés apprécient vraiment la venue de la princesse. Oh, mais écoutez, j'espère vraiment que l'eau ne remontera pas plus haut. Hein, non, elle est en décrue. Pour le moment, on dit qu'elle est en décrue. Elle m'a touché au cœur, puis là elle est venue, elle m'a serré la main, elle m'a parlé. Ça me touche, quoi. C'est une femme qui aime bien les enfants. Oui, ça commence à partir, hein, ouais. Oui, elle commence à diminuer. Ouais. Bonne chance, merci beaucoup. Après l'administration communale d'Astières, la princesse termine sa visite par le domaine de Han. Ici, 5 familles et plusieurs personnes âgées ont dû être évacuées. Je ne voulais pas partir, moi, parce que dans notre chalet, il n'y a pas d'eau. Mais obligé, hein, parce que bon, si on tombe malade ou quelque chose comme ça, les pompiers ne savent plus venir en urgence. Et c'est ce qu'elle m'a demandé. Un mot aimable pour tous et un peu de réconfort, Mathilde s'en va, heureuse de la chaleur qu'elle a pu apporter. Et l'heure est ce soir au premier bilan. Tous les regards se tournent vers le fond des calamités pour les indemnisations. Une situation hélas bien connue à Autrage, près de Saint-Guilain. La ville a été plusieurs fois inondée, épargnée cette année. Les habitants témoignent. Pour être indemnisés, il faut du courage et de la patience. Frédéric Pellissier et Didier Clip. À Autrage, la situation s'est rapidement améliorée. Mais des sacs de sable sont toujours devant les maisons, au cas où. C'est au mois d'août dernier que les choses étaient les plus graves. La commune a d'ailleurs été reconnue zone sinistrée par le gouvernement. Pour les Duveillés, père et fils, c'est un long processus administratif qui s'achève. Ils viennent de clôturer leur dossier pour le fonds des calamités. Un travail de longue haleine. Pour être indemnisé, il faut tout garder, tout justifier.
les savons que vous avez été achetés, les bêtes petits savons, les bêtes petites brosses. Il faut avoir eu le temps, de la patience de tenir tous ces documents pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. La plupart des gens jettent leur bon de caisse. Hein. Plusieurs exemplaires doivent être remplis, que l'on soit propriétaire ou locataire. De nombreuses attestations sont également exigées, certaines surprenantes. Notamment la nécessité de prouver que je suis belge. Il faut un dossier de nationalité. Prouver qu'on est belge, je trouve ça un peu fort. Bref, c'est une démarche lourde et compliquée qui doit être effectuée, beaucoup plus difficile qu'avec les assurances. Le fonds de calamité demande effectivement beaucoup de formulaires, de preuves et tout ça. Et de notre côté, au niveau des assurances, on fait simplement la liste des dégâts, puis on a un rendez-vous avec l'expert, et si on tombe d'accord, on est indemnisé rapidement. Dernière recommandation, être patient. Il faut compter 2 ans avant de toucher cette indemnisation, mais nombreux sont ceux qui n'ont ni le courage ni la patience. En 1995, lors de précédentes inondations à Autrage, le gouvernement avait reconnu 350 sinistrés et seuls les Duveillers sont allés jusqu'au bout du dossier. Les autres avaient abandonné. Alors les toutes premières réparations, ce sont souvent les chaudières qu'il faut tenter de faire redémarrer. À Dinant, en bord de Meuse, les chauffagistes ont eu beaucoup de travail, plusieurs dizaines de maisons visitées. Il faut dire que certains habitants étaient sans chauffage depuis plus de 3 jours. Reportage Dominique Delescaille, Dominique Chocart. Marguerite vit dans son living depuis 2 jours. Porte fermée, elle n'a plus de chauffage. Seul un petit radiateur électrique pour la dépanner. L'eau de la Meuse a envahi sa cave vendredi matin, 1 mètre de profondeur. Le brûleur de sa chaudière a dû être enlevé de toute urgence. Il fait froid dans la maison. Marguerite n'arrive pas à se réchauffer. Hier soir, il faisait tellement froid que je me suis dit, je ne vais pas coucher dans ma chambre, je vais coucher sur le divan. Une situation pas très confortable. Pas très confortable du tout. Mais enfin, pour ne pas avoir froid. À 81 ans, Marguerite en a connu des inondations, au moins une dizaine. Ce soir, elle a encore 70 cm d'eau dans la cave, mais la chaudière est surélevée. Le chauffagiste peut la remettre en route, il n'y a aucun danger. Si le brûleur est sauvé, si le tableau de bord et les circulateurs ne sont pas dans l'eau, ben, disons, ma foi, le danger n'est pas très grand. Bon, ouais, bien sûr, les pièces nécessaires, comme je viens de vous dire, sont dans l'eau. À ce moment-là, il faut soit les sécher ou bien souvent devoir les remplacer. Quoi. Ça fonctionne, d'ici une bonne petite heure, vous aurez de nouveau chaud, quoi. Hein. Oui. Marguerite se réjouit, elle va pouvoir dormir sur ses 2 oreilles, d'autant qu'on annonce des températures négatives pour la nuit. Les inondations touchent une grande partie de l'Europe, la Tchéquie, le Portugal, la France. Ce soir, l'état d'alerte est lancé aux Pays-Bas. En Allemagne, les inondations et les vents violents qui accompagnent les pluies ont fait 3 victimes. 2 personnes noyées et un jeune homme de 13 ans a été écrasé par la chute d'un arbre. Un homme de 71 ans est aussi porté disparu. Voilà pour les inondations. Autre titre de l'actualité, la situation du Vicky, le navire turc qui mouille au large d'Ostende et qui a percuté l'épave du Tricolore. C'était mercredi. À son bord, 70 000 tonnes de diesel et il y a déjà eu des fuites. La Belgique a lancé un ultimatum. Le pompage du carburant qui risque de s'échapper dans la mer doit commencer. En plus, un huissier a procédé à la saisie du navire. Reportage Olivier Pierre, Bruno Spaak. Demain, si les conditions météo le permettent, le pompage d'une partie du fioul devrait commencer. Car si le risque de pollution semble limité, un ultimatum lancé par les autorités obligeait l'armateur à trouver aujourd'hui une entreprise de pompage et à commencer demain matin les opérations. Ce qui doit être pompé, c'est à peu près 700 tonnes de fioul lourd. Le fioul qui sert à faire avancer le bateau pour son trajet jusqu'à New York. Et donc ça représente 700 tonnes de fioul épais, lourd, qu'on peut apparenter un peu à celui que transportait le Prestige. La cargaison elle-même est une cargaison de diesel. Elle devra aussi être pompée, mais dans un second temps. Au plan judiciaire, hier soir, un huissier de justice s'est rendu sur place. À la demande de l'assureur du Tricolore, le bateau échoué percuté par le Vicky. L'assureur pourrait réclamer des dédommagements pour les dégâts causés lors de la collision. Le huissier n'a pu monter à bord à cause du mauvais temps. C'est donc par radio qu'il a signifié au capitaine la saisie du navire. À partir de maintenant, 23 h, votre navire est saisi. Cela signifie que vous ne pouvez pas quitter les eaux territoriales belges. Il ne peut pas partir tant que le propriétaire n'offre pas une garantie bancaire de 6,5 millions d'euros ou qu'une décision judiciaire ne lève la saisie actuelle, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Quant aux circonstances de la collision, le capitaine accuse un des patrouilleurs français chargés de la surveillance de l'épave de l'avoir gêné dans ses manœuvres. Il n'aurait pu alors éviter la collision. Le prix du pétrole, lui, est à la hausse, flambée du prix du baril. Deux explications, les réserves de brut aux États-Unis sont au plus bas et la crise au Venezuela qui continue à paralyser la production. Hier, à Wall Street, la bourse américaine, le baril a encore fait un bond de plus d'1$ l'unité. Il cote maintenant à 33,08 $. Et il semble qu'au Venezuela, justement, ce soit l'impasse. Une manifestation a eu lieu. Elle a réuni opposants et partisans du président Hugo Chavez. Cela s'est très vite transformé en affrontement très violent. Il y a 2 morts et une dizaine de blessés. Sébastien Rosenfeld. Caracas, véritable champ de bataille, ville du chaos. Des milliers d'opposants et de partisans du président vénézuélien Hugo Chavez se sont affrontés hier en pleine rue. Au milieu des tirs, la police a répliqué en ouvrant le feu sur les francs-tireurs. L'armée, de son côté, a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. 2 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. À l'origine de ces affrontements, une nouvelle manifestation de l'opposition qui réclame l'organisation d'un référendum consultatif contre le président Hugo Chavez. Proposition rejetée par le gouvernement. Nous résisterons jusqu'à la fin, jusqu'à ce que notre objectif soit atteint, le départ de Chavez et de son régime. Personne ne nous prendra notre dignité, notre démocratie, notre justice et notre liberté. Depuis plus d'1 mois, l'opposition de droite a déclenché une grève générale frappant l'industrie pétrolière, source vitale du pays. Hugo Chavez vient d'annoncer que l'Algérie allait envoyer des experts pour aider au redémarrage des raffineries de pétrole. L'homme fort du Venezuela a aussi menacé l'opposition de prononcer l'état d'exception. Pour l'instant, il n'est pas encore nécessaire d'utiliser les mesures exceptionnelles qui sont autorisées par la Constitution, mais elles existent. Je devrais peut-être les utiliser car je dois protéger le peuple. Malgré tout, les négociations continuent entre les 2 parties. Une nouvelle réunion aura lieu lundi. La situation en Irak après 5 semaines d'inspection intensive, l'incertitude est toujours aussi grande. L'Irak répète qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive. Washington assure le contraire. Washington et le Pentagone qui continuent à augmenter le contingent d'hommes. 25 000 militaires de plus vont se déployer très prochainement dans le Golfe. La Grande-Bretagne va aussi envoyer 20 000 soldats supplémentaires. En France, les petites traces de fioul venues du pétrolier échoué en Galice, le Prestige, ces traces se sont transformées en grosses nappes. Elles ont touché le littoral français. Plusieurs kilomètres de côtes sont souillés. La région la plus touchée, la Gironde. Julien Modave. C'est le 5e jour de pollution sur les plages de Gironde et c'est certainement la plus grosse vague d'hydrocarbures déversée par l'épave du Prestige. Mardi apparaissaient les premières boulettes de fioul. Ce matin, 125 km de plage étaient recouvertes de galettes d'hydrocarbures. Pour l'instant, on a des pelles, des râteaux, des pics. On essaye tous les moyens. C'est pas le moyen de l'Erika où c'était de la grosse plaque qu'on pouvait nettoyer facilement. Là, c'est des bandes. Donc on enlève la bande et en fonction de la marée, la bande, le lendemain, on la retrouve à un autre endroit. Nombreuses sont les conséquences auxquelles on ne pense pas. Les animaux morts, étouffés par la pollution, doivent rapidement être retrouvés. Les oiseaux morts, il faut les ramasser impérativement, comme c'était le cas de cet oiseau-là, parce que les prédateurs vont ensuite manger des oiseaux qui sont déjà contaminés. Donc c'est ce qui peut être fort gênant pour eux dans la suite. C'est un travail de fourmis et de longue haleine qui attendent les sauveteurs. Les machines se révélant souvent inefficaces sur le sol mouillé, il faut multiplier les équipes par 4. Une centaine de sauveteurs de la sécurité civile est venue renforcer les équipes de bénévoles. Mais dans le sud-ouest, la tâche est immense face aux kilomètres de côte. C'est l'État qui doit mettre les moyens en œuvre. Que fait-on? Quand est-ce qu'on commence? Moi, ce n'est pas avec mes 30 employés municipaux en combinaison blanche qui vont pouvoir nettoyer 25 km de plage avec une petite cuillère et une fourchette. Ça n'est pas possible. Et, à moins de trouver une entreprise capable de mettre 5000 hommes sur les 125 km de plage que compte le département, la main-d'œuvre la plus évidente, selon le maire, c'est l'armée, car il faut tout nettoyer, et cela bien avant que la saison touristique ne commence.
Le président de la secte des Raéliens aux Pays-Bas, Bart Overvliet, a confirmé aujourd'hui la naissance d'un deuxième bébé cloné présumé. Il a toutefois refusé de confirmer que cette naissance ait eu lieu aux Pays-Bas. Le bébé est né, tout s'est bien passé, c'était un accouchement normal, pas de césarienne, c'est ce qu'il a déclaré. Aucune source indépendante n'a pu confirmer cette naissance, à prendre évidemment avec la plus grande prudence. On vous parlait de la neige chez nous en début de ce journal. Les États-Unis connaissent eux aussi une offensive du froid. C'est l'État du Connecticut qui est particulièrement touché. Sébastien Rosenfeld. Depuis plusieurs jours, une énorme vague de froid déferle sur la côte est américaine. Le Connecticut, le New Jersey et le Maine sont particulièrement touchés. Les chutes de neige atteignent 1 mètre par endroit. Lorsque la température est plus douce, les précipitations se transforment en pluie verglaçante. Résultat des dizaines d'accidents qui ont causé la mort de 3 personnes. Les conducteurs ont été surpris par l'intensité du verglas. J'ai percuté le mur et rebondi. Dieu merci, personne n'était près de moi. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est je vais perdre ma vie et mes enfants. Alors que les employés de la voirie tentent de dégager les routes, de nombreux habitants, inquiets à l'idée de rester bloqués chez eux, se précipitent dans les supermarchés. Mais la neige fait aussi des heureux. Les domaines skiables proposent une exceptionnelle poudreuse. C'est la meilleure année depuis 32 ans et nous avons ouvert les pistes depuis le 24 octobre. Les surfeurs s'en donnent à cœur joie, un enthousiasme quelquefois bien excessif. Depuis dimanche dernier, l'archipel des Salomon est coupé du monde suite au passage du cyclone Zoé. Aujourd'hui, alors que l'on craignait que les 2000 habitants de l'île soient morts, un photographe australien a pu entrer en contact avec eux et ils sont tous en vie. Ils se sont réfugiés dans des grottes. Près d'une semaine après le passage du cyclone Zoé, l'île de Tikopia, perdue en plein Pacifique, reprend vie. L'îlot volcanique de 16 km² a été complètement détruit, frappé par des vents soufflant à plus de 300 km/h. Un photographe a pu atterrir hier à Tikopia. Il a été accueilli par les habitants qui ont survécu au cyclone en se cachant dans des grottes. Ils semblent tous vivants. Des vagues immenses ont ravagé l'île toute la nuit. Elles allaient de 5 à 10 mètres de haut. Elles passaient au-dessus des maisons. La plupart des arbres fruitiers ont été arrachés par les vents. La population a un besoin urgent d'eau potable et de nourriture. Actuellement, nous dépendons de l'eau, des noix de coco et de la nourriture laissée sur nos cultures et que nous avons récupérée juste avant que le cyclone ne passe. Nous ne vivons que de ça et nous attendons une assistance du gouvernement. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé un navire vers Tikopia avec 20 tonnes de provisions. Un autre bâtiment doit aussi rejoindre l'îlot avec une équipe médicale. À Bruxelles, une personne sans domicile fixe a été assassinée. La victime a été retrouvée dans les anciens locaux désaffectés de la Loterie Nationale dans le centre. Il s'agit d'un homme de 37 ans d'origine française. Il a été égorgé par un autre sans-abri qui a tenté ensuite de s'en prendre une troisième personne. Cette dernière blessée est ce soir hors de danger. Le meurtrier a été arrêté. En bref, demain, controverse aura pour thème que nous réserve 2003. Beaucoup de questions. Sur le plateau, Mélanie, la gagnante de la Star Academy, elle posera notamment des questions politiques. Le débat, c'est à midi sur RTL TVI. Quant à l'invité, c'est André Flahault, le ministre PS de la Défense. Il répondra aux questions de Pascal Vrébos. C'était aujourd'hui le premier samedi des soldes d'hiver. Hier, nous vous le disions, une grosse journée déjà pour les commerçants. Même chose aujourd'hui. Nadia Bouria et Recep Ametaj sont allés dans une grande solderie à Bruxelles et à la caisse, des files interminables. Il fallait avoir les nerfs solides pour pouvoir accéder aujourd'hui aux caisses de ce magasin. Temps moyen d'attente, plus d'une demi-heure. C'est pénible d'attendre aussi longtemps. En temps normal, je n'ai fait jamais si exceptionnel. Une cliente stressée, avant l'épreuve des caisses, elle a effectué le parcours du combattant, trouvé la bonne affaire. Ce magasin s'étend sur 4 étages. Ça signifie des centaines de portants et des milliers d'articles soldés jusqu'à 50%. Il faut fouiller, cet impératif. Et parfois, ces messieurs, fatigués de suivre la cadence effrénée de leurs femmes, font une pause. Elle est encore en train de chercher des choses, donc j'attends patiemment. Ensuite, il faut patienter encore pour essayer. 7 articles maximum sont emportés en cabine par chaque cliente. Il y a plus de travail, il faut s'occuper tout le temps des cabines, il faut ranger tout le temps. Durant les soldes, la clientèle est très internationale. Des Hollandais, des Allemands, des Français, il y a des gens qui viennent de partout, donc des 3 frontières communes. Ils viennent expressément pour les soldes, mais sinon, généralement, c'est notre clientèle de toute l'année.
Chaque client emporte 5 à 10 articles et le montant moyen de ses achats est de 100 €. En bref, encore, les chiffres du chômage sont connus. Ils concernent le mois de décembre, une forte augmentation, près de 9000 chômeurs de plus par rapport au mois précédent. La progression la plus forte se produit en Flandre, plus 15%, plus 8,7% à Bruxelles et plus 8,2% en Wallonie. Par rapport à 2001, on compte 38 155 chômeurs de plus. Et voilà pour l'information du 4 janvier. Dans un instant, Sabrina Jacobs fait le pour la météo et les chutes de neige. À 20h10, place. Je vous retrouve demain dès 13h. Merci.